Ils sont 19h30 dans tous nos studios, même heure à Daï, que ce soit à travers le canal 47, les 3W Sport47.com, l'application Sport 47 Télévision, encore via satellite. Vous êtes en direct et à l'heure du journal. Le bilan sécuritaire au deuxième semestre n'a pas été reluisant. L'information a été apportée ce jeudi par les ministres Yak Damham et Afua Tchadedi, respectivement de la sécurité et des transports à l'occasion d'une conférence de presse. Les détails, c'est à suivre dans cette édition. La lutte contre la COVID-19 continue. Ce vendredi, c'est le comité de suivi du respect des mesures barrières dans les grands marchés de Lomé qui a reçu de l'UNICEF un don de 114 dispositifs de lave-mains pour renforcer sa lutte. Les détails, c'est également dans quelques instants. Et puis à l'international, en Centrafrique, les autorités demandent la levée de l'embargo sur les armes lourdes pour mieux faire face à la rébellion. Demande à laquelle ne souscrivent pas toutes les puissances occidentales. C'était le titre de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yak Damham, et son collègue des transports routiers, aériens et ferroviaires Afua Tchadedi ont présenté ce 21 janvier la situation sécuritaire au deuxième semestre 2020, une situation très défavorable comparée au premier semestre de la même année. De juillet à décembre 2020, 335 personnes sont mortes dans 4503 accidents de la circulation et en fait également 5780 blessés. Des chiffres qui ressortent du bilan sécuritaire du second semestre de l'année 2020. Au cours de la même période, 23 braquages et 3 tentatives braquages avec un mort et 8 blessés, 25 vols à main armée, 54 assassinats, meurtres ou lynchages, 17 cambriolages et 17 enlèvements ont été enregistrés. Plus de 175 millions de francs CFA et des montants de devises ont été emportés dans tous ces actes, ainsi que des motos et des téléphones portables. En matière de suicides, l'on a répertorié 38, dont 20 dans la région maritime et 57 morts par noyade. Les vendeurs de carburant illicites ont vu de leurs produits 11 750 litres saisis. Plusieurs réseaux de criminels et de malfrats non moins importants ont été démantelés. 2688,088 kg de cannabis, 0,00871 kg de cocaïne et héroïne, 33,30 kg d'éphédrine et autres substances illicites ont été saisis. Il faut noter qu'en matière de décès dus à la circulation routière, la route nationale numéro 1 en a enregistré plus avec 89 morts, celle numéro 5, 18 morts, celle numéro 4, 5 morts. Le Grand Lomé et ses environs totalisent en tout 29 morts. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Yak Damham, ces morts sont dues à l'excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété ou sous influence de substances psychoactives, le non-respect ou l'absence des dispositions de sécurité, la distraction, les dépassements défectueux ou encore le non-respect du code de la route. Il est à souligner que comparativement au bilan sécuritaire du premier semestre 2020, les chiffres ont connu une hausse au second semestre de la même année. L'UNICEF poursuit sa lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays. La branche Togo a remis officiellement ce vendredi 114 dispositifs de lave-mains au comité de suivi du respect des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé. Un acte salué à sa juste valeur par le président du dit comité, Awate Hodabalo, par ailleurs préfet d'Agouenivé. Pierre Poulé pour les détails. Ce don de l'UNICEF servira à renforcer le comité de suivi du respect des mesures barrières dans les grands marchés du Grand Lomé. Le colonel Awate Hodabalo, en recevant ce don du maire du représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a remercié le donateur pour ce joyau qui vient renforcer les 13 communes du Grand Lomé dans la lutte contre la pandémie de l'heure. Nous venons en effet de recevoir un don de 114 dispositifs de lave-mains de la part de l'UNICEF au comité technique ad hoc chargé du suivi du respect des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé.
C'est donc un renforcement en moyens à ce comité afin de mettre plus de dispositifs de lave-mains à la disposition des animateurs des marchés afin que les mesures barrières, surtout en matière de lavage de mains, soient davantage respectées dans nos différents marchés. La distribution des 114 dispositifs se fera selon le président du comité en tenant compte des besoins des marchés. Ce dispatching se fera par rapport au marché. Vous savez que lorsque nous visitons les marchés, nous avons une fiche d'évaluation qui nous permet d'identifier les marchés les mieux couverts en dispositifs de lave-mains, les marchés qui sont les moins couverts. Nous allons vouloir plutôt renforcer là où nous voyons qu'il y a un manquant ou insuffisance. Le maire de la commune Agoni-V6 a, au nom des responsables des communes et des marchés du Grand Lomé, remercié l'UNICEF et le ministère de la Santé, grâce à qui ce don a été possible. Nous voudrions, avant toute autre chose, dire merci à l'UNICEF pour avoir mis à notre disposition, c'est-à-dire à la disposition des communes du Grand Lomé, 114 dispositifs de lave-mains. Nous pourrions dire que cela arrive à point nommé parce que depuis que nous avons commencé cette lutte, il s'est avéré que certains des dispositifs avec lesquels nous avons commencé ne sont plus tout à fait opérationnels. Donc à partir du moment où on nous apporte un appui, cela va être d'une très grande utilité. Nous voudrions aussi dire merci à celui qui a été le facilitateur dans ce travail-là. Le maire de la commune Agoni-V6 a rassuré que la situation peut être maîtrisée, surtout si les consignes de lutte contre cette pandémie sont respectées. Puisque chaque vendredi nous nous réunissons, la situation générale, c'est que ça ne s'est pas empiré. Et on pourrait donc dire que nous arrivons quand même à tenir. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de panique. Nous continuons à faire ce qu'on peut faire. Et donc, ça va. Ça, c'est le point de vue de ceux qui sont sur le terrain. Ce dispositif sera mis à la disposition des gestionnaires des marchés du Grand Lomé pour leur installation. Et la situation de cette pandémie dans notre pays à ce jour nous donne 4 505 cas confirmés au total, 46 nouvelles contaminations depuis hier, 3 901 guéris. 36 nouvelles guérisons depuis ces dernières 24 heures, 530 cas actifs et 114 décès. Soyons prudents, la maladie, elle est réelle. Les parlementaires togolais participent depuis ce jeudi à un forum à Lomé pour 2 jours. Il est question de renforcer les capacités sur l'élaboration des législations et politiques contribuant à l'égalité des hommes et des femmes dans le secteur agricole, rural, familial au Togo. Brigitte Bayakassan. Renforcer les capacités des parlementaires en vue d'accroître leurs connaissances sur les outils nécessaires pour s'engager dans l'élaboration des législations et des politiques contribuant à l'égalité des hommes et des femmes et à l'autonomisation des femmes dans le secteur agricole, rural et familial. Tel est l'objectif du forum parlementaire pour le renforcement des capacités et le dialogue politique en faveur du genre et investissement dans l'agriculture au Togo. Ce forum qui a débuté ce jeudi prend fin ce vendredi 22 janvier 2021. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Antoine Lekpa-Guibeni, présent à cette rencontre, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement en matière de l'accès et de l'autonomisation des femmes dans le secteur agricole. Il s'agit entre autres de la promotion de l'entrepreneuriat des femmes avec la facilitation du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, le FNFI, l'AgriCEF. Plusieurs autres questions sont abordées au cours de ce forum, notamment les droits fonciers des femmes et les investissements agricoles responsables liés à l'agriculture familiale et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawachi Gandiwodi,
dans son allocution d'ouverture, a invité ses collègues parlementaires à apporter leur contribution pour dynamiser la productivité, à combler le fossé des disparités et impulser des réformes qui renforcent l'autonomie des femmes et des hommes dans le secteur agropastoral et halieutique dans les pays de la CEDEAO. Elle a d'ailleurs rappelé les actions menées dans ce cadre par la représentation nationale. Il s'agit de la loi portant code foncier et domanial en juin 2018 et tout récemment en juin 2020 de l'adoption du projet de loi relatif à l'alimentation scolaire. Ce forum auquel participe le réseau des parlementaires de la CEDEAO a pour thème genre et investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour relever le défi Fonds Zéro au Togo. Cette rencontre bénéficie de l'appui technique et financier de la FAO, de l'Institut international pour le développement durable IISD, de l'Oxfam et de WILDAF. Ils sont des milliers au Togo à vivre du métier de conducteur de taxi-moto. Et comme inhérent à chaque secteur, les conducteurs de taxi-moto connaissent également des difficultés. C'est le cas de ceux exerçant Dania PME, situation rendue difficile par l'état des routes. Ces derniers qui dépensent une bonne partie de leur marge dans la santé rêvent de voir refaire leur réseau routier à l'instar des préfectures limitrophes. Retrouvons à Dany notre correspondant dans les plateaux ouest Kofi Kouma donc pour les détails. C'est un secteur d'activité très rentable et bénéfique pour les jeunes déscolarisés et ceux diplômés sans emploi au Togo. Le métier de taxi-moto permet de nos jours à plusieurs jeunes de joindre les deux bouts et de satisfaire leurs besoins. Malgré ces atouts et avantages, les conducteurs de taxi-moto de la préfecture de Dany s'exposent à des difficultés dans l'exercice de leur profession. La route est déplorable. On ne peut pas marcher. La route n'est pas bonne. Il y a un nœud de poule sur la route. Et c'est dedans, il y en a appelé aussi, c'est pas bon. La route c'est serré. Les goudrons sont accidentés comme on ne peut pas conduire bien. Et si vous prenez la moto neuve, vous ne pouvez pas rouler comme il faut. Vous pouvez aller dedans, il y a appelé. Vous allez faire au moins 2 heures de temps à arriver à Pelé. Nous avons beaucoup de difficultés. La route n'est pas bonne. Si tu quittes ici et arrives à Déta, il y a les trous sur la route. Tu ne peux pas rouler vite. Pour que tu vas arriver, nos motos tombent souvent en panne. Chaque jour, on va chez les mécaniciens pour les réparer. Donc, on voit qu'avec le temps, notre organisme sera déformé. Nous avons beaucoup de problèmes. Sincèrement, c'est les aides là nous faisons ici à Dany, aussi nous les jeunes. C'est la route là qui nous embête un peu, vu l'état de la route. Ça ne nous arrange pas. Des difficultés qui ont des conséquences immédiates, comme le soulignent ces conducteurs de taxi-moto dans la ville de Dany à PME, et aussi des conséquences à court, moyen et à long terme sur leur état de santé à cause des secousses qu'engendre le mauvais état de la route Dany-Pelé, selon les spécialistes de la santé. Les maladies qu'on rencontre ou bien que ces jeunes-là sont susceptibles d'avoir dans les années à venir suite à leur métier et lié au mauvais état des routes, nous pouvons citer des cervicarthroses. Au début, c'est des douleurs qu'ils ressentent le plus souvent au niveau du cou, parce qu'à force de tomber dans le trou avec la moto, soit c'est les dorsarthroses ou bien les lombarthroses. Ce sont là quelques-unes des maladies que ces derniers sont susceptibles d'avoir dans les années à venir si rien n'est fait pour arranger les routes à force de tomber dedans, comme je le disais tantôt. Pour être à l'abri de toutes ces conséquences matérielles, techniques et sanitaires, les conducteurs de taxi-moto à Dany ont leurs yeux tournés vers les hautes autorités du pays
particulièrement le chef de l'État qui, selon eux, peut mener une action salvatrice en leur faveur. Ils nourrissent l'espoir de voir se réaliser ou se concrétiser dans les jours à venir cette action du numéro 1 togolais. Nous espérons voir peut-être comme les élections bien passées, si notre chef de l'État, son Excellence Faure Choisumina Gnassingbé, peut penser à nous et nous faire notre route de Daï, ça va nous intéresser. Comme les Edmen, sous d'autres horizons, ceux de Dany aussi reconnaissent que le secteur est bénéfique et nourrit son homme, à la seule différence que c'est dans ces mêmes bénéfices qu'ils puisent pour se faire soigner régulièrement à cause du mauvais état de la route, ce qui n'est pas le cas chez leurs collègues de Kpélé, Kloto, Agou et autres. Appel donc lancé, un sujet qui porte la signature d'Amen Laurent Kofi Kouma, notre correspondant dans les plateaux ouest. Un marché qui a aujourd'hui le vent en poupe, celui des briques préfabriquées. Et plusieurs entreprises se lancent d'ailleurs dans ce marché. Mais quel avantage ou inconvénient requiert l'utilisation de ces briques comparées à celles fabriquées sur le chantier? Les explications, c'est avec Pierre Poli. Les briques ou parpaings comprimés ou moulés sont aujourd'hui vendus un peu partout par des entreprises et sociétés de la place. Une situation qui réduit les activités de maçonnerie sur les chantiers. Pour les sociétés de vente de ces matériaux préfabriqués, les raisons et les avantages sont multiples. La plupart de nos clients, ce sont des gens qui vivent à l'extérieur. Puis entre-temps, quand ils viennent, ou bien ils sont là-bas, ils envoient de l'argent pour que leurs proches leur construisent. Ils arrivent sur le territoire, mais ils ne voient rien. Et ça les rend frustrés. Ce qui fait que maintenant, quand eux-mêmes quittent là-bas, ils arrivent, ils achètent en même temps les briques, ils font la fondation, ils repartent, ils reviennent, ils achètent, ils font l'élévation, ils repartent. Quand ils viennent, ils achètent, ils font la dalle et ils repartent. Donc, ça présente beaucoup d'avantages. Donc, l'autre côté, c'est les intempéries. Quelqu'un peut fabriquer les briques. Quand il est parti, le soir, il a une grande pluie et la pluie peut menacer ses briques. Donc vous voyez la destruction, les pertes qu'il a eues. Donc pour éviter tout ça là, il préfère maintenant acheter les briques qui sont déjà préfabriquées et déjà prêts à utiliser. L'autre point positif de l'achat ou de l'usage de ces produits semble être leur résistance. Le sable que nous utilisons pour la production de ces briques, c'est ça que je dis que ce sont des matériaux spéciaux. Par exemple, nous utilisons la poudre de concassé. La poudre de concassé. Donc ça donne une rigidité à la brique. Et ça permet à la brique de durer aussi le plus longtemps possible. Voilà. Donc si vous regardez dans nos briques, il y a les creux. Les creux de différents types. Donc tout ça là, ça permet à la brique de garder la fraîcheur. Il faut le souligner, cette situation n'est pas sans conséquence. Ainsi, selon un élu local pris en offre, cette méthode a plutôt occasionné la fraude au niveau du foncier. Selon lui, il est plus facile d'ériger en quelques jours seulement une maison sur un terrain d'autrui et se réclamer propriétaire de ce terrain, alors que dans les conditions normales, le vrai propriétaire pouvait se saisir de l'affaire et la régler plus tôt. Quelle stratégie pour repousser la rébellion en Centrafrique? Nous entamons ici les sujets internationaux pour le gouvernement centrafricain. Il est nécessaire de lever l'embargo sur les armes lourdes, demande formulée au cours d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, demande à laquelle ne sont pas trop favorables certaines puissances occidentales. Lever l'embargo sur les armes lourdes, c'est la dernière demande du gouvernement centrafricain pour venir à bout de la rébellion. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, la chef de la diplomatie a appelé la communauté internationale à aider Bangui à inverser le rapport de force. Le gouvernement centrafricain demeure privé de son outil de défense. Il nous faut reconnaître que l'embargo qui a été pensé pour être une mesure collective efficace pour écarter les menaces est à aujourd'hui inefficace. La Chine et la Russie y sont favorables, mais cette hypothèse suscite la crainte des pays occidentaux. Car les forces de sécurité centrafricaines ont été formées récemment et sont peu aguerries. Leur nombre ne dépasse pas 2600.
Le risque de voir ces armes lourdes tomber entre de mauvaises mains freine donc certaines capitales. Alors l'émissaire de l'ONU milite, lui, pour une autre solution, un renfort de la MINUSCA. Il faut une stratégie d'aménagement du mandat. Dans cette perspective, une augmentation substantielle des effectifs des composantes en uniforme de la mission, en l'occurrence la force, la police et l'administration pénitentiaire devraient lui permettre de maintenir sa posture robuste tout en disposant d'une plus grande mobilité. Si le chef de la mission de l'ONU, déjà l'une des plus grosses dans le monde, veut plus de soldats, il ne précise pas combien. Le chiffre pourrait s'élever à 3000 casques bleus supplémentaires, sans compter des moyens aériens importants, notamment des drones et des hélicoptères d'attaque. La Covid-19 encore dans cette édition, mais sur le continent, la situation de la pandémie donc sur le continent nous amène au Rwanda, en Afrique du Sud, avec le déploiement de l'armée dans la lutte contre la pandémie et l'augmentation des cas au Bénin ainsi qu'au Burkina Faso. Le Rwanda rassure les touristes que leurs services continueront de fonctionner normalement sur tous les sites touristiques du pays malgré les nouvelles mesures de confinement annoncées par les autorités du pays. Selon les nouvelles instructions, tous les hôtels désignés par les passagers à l'arrivée resteront ouverts en vertu de mesures de prévention strictes contre le Covid-19. À l'exception de la capitale, Kigali, qui est en confinement, les heures de couvre-feu dans d'autres parties du pays ont été prolongées entre 18h et 4h du matin. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déployé 2122 soldats dans le pays dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le déploiement de 4 semaines se terminera le 31 janvier 2021 et va coûter 6,4 millions de dollars, a déclaré le président dans une lettre officielle envoyée au Parlement. Rappelons qu'il s'agit du 4e déploiement de troupes dans le pays après le déploiement initial de 2820 soldats le 25 mars 2020. Le nombre moyen de cas quotidiens d'infection au Covid-19 au Bénin a doublé depuis le 1er janvier, passant de 8 à 17, a annoncé le 20 janvier le ministère de la Santé du pays. L'institution a indiqué lors d'un point de presse à Cotonou que cette situation était surtout observée dans les départements méridionaux, notamment ceux du littoral et de l'Atlantique, entre autres. Rappelons qu'à ce jour, le Bénin compte 3557 cas de Covid-19, 3284 guérisons et 46 décès. Le gouvernement burkinabé a évoqué le 20 janvier une recrudescence de cas de Covid-19 et a appelé les populations à respecter les mesures barrières. À la même date, le Burkina Faso a enregistré 9414 cas de coronavirus, dont 7573 guérisons et 106 décès. Selon les autorités du pays, depuis le mois de décembre 2020, on note une augmentation de cas, notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et la situation n'est guère reluisante en France. Les cas de contamination ont en effet grimpé au lendemain des fêtes et surtout après la découverte du variant britannique. La question tourne autour du confinement ou non de la population. Flambé après les fêtes, mais un nombre de contaminations, d'hospitalisations et de réanimations qui ne cesse d'augmenter. L'épidémie progresse. Le variant britannique, beaucoup plus contagieux, fait craindre une envolée des cas d'ici le mois de mars. Faut-il stopper cette dynamique en reconfinant d'urgence? Oui, selon certains scientifiques. Si on attend, de toute manière, on n'échappe pas à un confinement. Et ce confinement, eh bien, il va durer jusqu'à ce que les hôpitaux puissent à nouveau respirer. Soit on le fait tout de suite, et là, on peut avoir une diminution du nombre de cas et mieux passer la fin de l'hiver. Moins radicaux, d'autres spécialistes soulignent qu'actuellement, le variant britannique ne touche en France qu'1 à 2% des personnes contaminées. Ils préconisent d'attendre un peu et d'observer les effets des nouvelles mesures appliquées sur le territoire, comme le couvre-feu, avancé à 18h. Au moment où la vitesse était mesurée au Royaume-Uni, les mesures sanitaires étaient bien moindres que ce qu'elles sont en France. Et donc une question, c'est est-ce qu'avec les mesures sanitaires françaises, la vitesse est tout aussi rapide ? Pour le savoir, de nouvelles études chiffrées devraient être effectuées très vite. En attendant, faut-il confiner plus sévèrement au moins les personnes vulnérables, notamment les plus âgées, qui risquent de faire les formes les plus graves? L'idée a été balayée jusqu'à présent par les autorités sanitaires, par certains infectiologues aussi. Le risque, c'est de se retrouver l'arroseur arrosé, où finalement on va confiner des sujets qui gardaient une certaine autonomie,
qui vont se retrouver d'abord avec une perte de l'élan vital, parce qu'ils vont se retrouver isolés et qui vont devoir faire appel à des tierces personnes, souvent plus jeunes, et donc souvent plus contaminants parce que asymptomatiques. Aujourd'hui, l'Agence sanitaire européenne chargée des épidémies a appelé ses membres à préparer des mesures plus strictes pour contenir la progression des nouveaux variants du coronavirus. Et dernière information pour vous dire que le Togo joue actuellement le Maroc, plutôt l'Ouganda dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations. Autant pour moi, et à la mi-temps, le score est de 0 but partout. Pour le premier match dans ce groupe, le Maroc et le Rwanda se sont séparés dos à dos, 0 but partout. Eh bien, les bonnes choses ont une fin, les mauvaises également en ont une, alors soyez résilients au cours de la vie.